Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Et aujourd'hui, nous sommes mardi le 21 novembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 189 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je vous parle du ralentissement de l'inflation au Canada. On a obtenu les données de l'IPC ce matin. Ensuite, je vais vous partager mon opinion sur le rebond des marchés boursiers. Ce matin, c'est dans le rouge, mais ça fait quelques jours que l'indice SP500, Nasdaq, ça fait juste grimper. Donc, je veux un peu revenir là-dessus. Ensuite, je vais faire un retour sur le document 13F de Berkshire Hathaway. Donc, le document 13F, évidemment, ça concerne les positions à l'intérieur du portefeuille de Warren Buffett. Et je vais terminer l'épisode en vous parlant de l'impact du Black Friday, du Cyber Monday, tout le temps des fêtes sur les chiffres au niveau des ventes au détail, parce que les ventes au détail, évidemment, c'est une donnée économique importante pour prendre le pouls des finances personnelles des consommateurs. Et je vais également conclure l'épisode avec un petit cadeau pour les auditeurs du podcast. Donc, je vous partage ça à la toute fin. Je vais commencer tout de suite avec les données de Statistique Canada. Donc, ce matin, on a publié l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, et c'était évidemment pour le mois passé, le mois d'octobre, et le taux d'inflation est passé de 3,8% en septembre à 3,1% en octobre, donc ça c'est au Canada, et cette baisse-là est principalement due au prix de l'essence qui ont vraiment chuté par rapport au mois de septembre. D'ailleurs, on peut voir le prix du baril de pétrole brut, le WTI qui est rendu en dessous de 80$ US. En fait, il est rendu autour de 77$. Et je tiens quand même à préciser deux choses vis-à-vis de l'inflation. De un, au Québec, le taux d'inflation il est plus élevé qu'au Canada. On parle de 4,2% en octobre. Et deux, quand on dit que le taux d'inflation sur une base annuelle, il a ralenti, ça ne veut pas dire que les prix des biens et services ont baissé. Ça veut juste dire que la croissance des prix est moins forte. Donc encore aujourd'hui, les prix autour de nous continuent d'augmenter. C'est juste que la cadence de l'augmentation a ralenti. Et pour faire un petit récapitulatif de l'inflation au Canada, on va comparer aux années précédentes. En fait, on va commencer avec octobre 2021. À ce moment-là, l'IPC avait augmenté de 4,7%. Ensuite, en octobre 2022, c'était une augmentation de 6,9%. Et là, cette année, on ajoute la hausse de 3,1%. Donc, c'est sûr que là, au bout de 3 ans, les prix des biens et des services, ils ont littéralement explosé. Puis tu sais, j'ai aucune idée du pourcentage d'augmentation de votre salaire ou de votre revenu comme travailleur autonome depuis les années 2020. Mais dites-vous que pour la plupart du monde, même avec les augmentations salariales, ça ne suffit pas pour conserver votre pouvoir d'achat. Autrement dit, pour la majorité du monde, même avec leur salaire plus élevé, ben leur situation financière s'est quand même dépréciée face à la forte augmentation du coût de la vie. Tout ça pour dire que la baisse du côté de l'IPC à 3,1% au Canada, oui, c'est une bonne nouvelle parce que, évidemment, on se dirige dans la bonne direction. Par contre, il ne faut pas confondre le ralentissement de l'inflation avec une déflation. Quand on parle de déflation, ça c'est quand les prix se mettent à baisser. En ce moment, on est loin de là. Donc, c'était juste un élément que je voulais clarifier encore une fois parce que des fois, on s'excite avec des nouvelles de ce type-là, mais il faut comprendre que les prix continuent d'augmenter. C'est juste que la cadence, le rythme de croissance est plus faible, donc il y a un ralentissement de ce côté-là. Sinon, si on se penche du côté du S&P 500 et du Nasdaq, donc du côté des marchés boursiers américains, présentement, l'optimisme, c'est vraiment le sentiment dominant, même si ce matin, c'est dans le rouge. En fait, depuis le début du mois de novembre, je vous dirais que les investisseurs sont vraiment convaincus que
l'augmentation des taux d'intérêt, c'est terminé. Donc, la Fed va plus augmenter son taux directeur. En fait, le marché anticipe déjà des réductions du taux directeur au printemps 2024. Et c'est vraiment ça qui pousse les indices boursiers à la hausse depuis fin octobre, début novembre. Et en fait, c'est que les investisseurs, ils prévoient que, un, il y a une baisse des taux d'intérêt, et deux, ils semblent également penser qu'il n'y aura pas de récession non plus. Par contre, à mon avis, il y a quelque chose qui cloche dans cette réflexion-là. C'est-à-dire que je vous pose la question, d'après vous, pourquoi la Fed ou la Banque du Canada déciderait de couper sur les taux d'intérêt? En fait, pour moi, s'ils font ça, c'est parce qu'il y a un fort ralentissement économique puis qu'ils n'ont pas le choix de venir stimuler l'économie. Parce que baisser les taux d'intérêt maintenant, pour moi, ça me paraît comme un move risqué parce que faut conserver pendant un certain temps une politique monétaire restrictive pour ne pas s'exposer à une deuxième vague d'inflation. Donc, c'est sûr que en voyant ça, les investisseurs qui pensent que les taux d'intérêt vont baisser, qu'il n'y aura pas de récession, que l'inflation va rester basse, que le marché du travail va rester solide, pour moi, tout ça, ça me semble une combinaison qui est un peu trop parfaite. Fait que c'est sûr que, oui, je suis content de voir la valeur de mon portefeuille monter à chaque matin. Je veux dire, c'est normal, je pense qu'on est tous de même. Surtout que là, mes grosses positions comme Microsoft, Meta, Netflix, Berkshire Hathaway, c'est tous des titres qui ont connu une forte croissance durant le mois de novembre. C'est juste que, en ce moment, j'ai quand même l'impression que l'optimisme du marché, c'est un petit peu démesuré. C'est comme si ça faisait des mois que les investisseurs y attendaient le premier signe que la Fed allait décider d'arrêter de monter les taux d'intérêt, puis que là, tout d'un coup, tout le monde est rendu en mode acheteur et ils sont prêts à acheter pas mal tous les titres qu'ils voient. Donc, c'est sûr que dans tous les cas, actuellement, de mon côté, je vois pas d'opportunité d'achat incroyable sur les marchés boursiers. À ces prix-là, il n'y a rien qui me pousse présentement à faire des gros achats pour mon portefeuille. C'est pas que c'est des mauvaises compagnies, c'est pas qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir, c'est juste qu'à ces prix-là, j'ai aucun incitatif à commencer à prendre des grosses positions. Et à ce sujet-là, la semaine passée, on obtenait le document 13F de Berkshire Hathaway, donc le conglomérat de Warren Buffett. Et je vous rappelle que le 13F, ce document-là, c'est un rapport trimestriel qui est obligatoire pour ceux qui gèrent plus de 100 millions de dollars d'actifs. Et évidemment, c'est le cas pour Warren Buffett. Et avec le formulaire 13F, ça nous permet de savoir quelles actions ont été vendues et achetées par la compagnie au cours du dernier trimestre. Donc, si on regarde du côté de Berkshire Hathaway, on peut voir que, premièrement, ils ont vendu toutes leurs actions de GM, donc ils ne sont plus actionnaires du constructeur automobile General Motors. Et ça, c'est suite à la grève des travailleurs dans cette industrie-là. Donc, ils ont quitté complètement leur position dans GM. On peut également voir que maintenant, les actions d'Apple, ça représente à peu près, en fait, environ 50% de son portefeuille. Donc, c'est une position qui est énorme. Et en fait, ça totalise près de 157 milliards de dollars, juste leur position dans Apple. Et une autre chose intéressante, c'est qu'il y a un achat qui a été fait au dernier trimestre qui est resté confidentiel. Donc, c'est une possibilité de faire ça. Ça a été à la demande de Warren Buffett auprès de la SEC. Et la dernière fois qu'il a demandé ça, la confidentialité, c'était en 2020. Et c'est quand il avait acheté des actions de Chevron et de Verizon. Et l'idée derrière ça, d'avoir des transactions confidentielles, c'est pour lui d'avoir le temps de bâtir une position au prix désiré avant que tout le monde saute sur l'action, parce qu'il y a bien du monde qui suit les moves de Warren Buffett, et à ce moment-là, si tout le monde veut acheter l'action en même temps, ça met une pression haussière sur le prix, donc à ce moment-là, il ne serait pas capable d'acheter les actions au prix que lui, il veut.
Autrement dit, c'est un nouvel investissement de la part de Berkshire Hathaway et on va connaître seulement l'action mystère au prochain trimestre, donc la prochaine fois qu'il va faire son document 13F. Et en attendant, on peut essayer de guesser c'est quelle entreprise. Et à mon avis, sans avoir de certitude là-dessus, je pense que ça doit être dans le secteur bancaire. Je pense que ça peut être une institution financière, mais on va juste être en mesure de savoir ça dans 3 mois. Mais pour conclure sur le portefeuille de Warren Buffett, pour les 9 premiers mois de 2023, Berkshire Hathaway, c'est un net seller d'actions. En d'autres mots, si on prend compte de toutes les transactions cette année, il a vendu plus d'actions qu'il en a acheté. Et à date, c'est un net seller dans les environs de 23 milliards de dollars. Et si on compare à la même période en 2022, à ce moment-là, c'était un net buyer de 49 milliards de dollars. Et grosso modo, ce que ça me dit, c'est que présentement, je ne suis pas tout seul à ne pas être excité d'acheter des actions. C'est-à-dire que moi, avec la récente remontée des indices boursiers, le prix des actions présentement, il reflète un peu trop d'optimisme à mon goût. Et c'est sûr que moi, je ne m'empresse pas de suivre cette excitation-là du moment. Et même si moi, je vends pas d'actions, je n'ai pas vendu d'actions de mon portefeuille, du côté de Warren Buffett, il est un peu dans le même thinking du fait que depuis le début de l'année 2023, il est un net seller, donc il a vendu plus d'actions qu'il en a acheté. Et pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, avec le Black Friday qui s'en vient, puis après ça, les cadeaux de Noël, c'est sûr que les prochaines données du côté des ventes au détail, ça va nous donner un peu le pouls de l'état des finances personnelles des consommateurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que le vendredi fou, le Black Friday, le Cyber Monday et le temps des fêtes, logiquement, c'est des périodes de fortes dépenses discrétionnaires. Dans le sens que, durant ces moments-là, oui, le monde paye le loyer, leur épicerie, puis tout ça, mais c'est les périodes de l'année durant laquelle ils vont acheter toutes sortes de cadeaux ou de dépenses non essentielles. Et là, de la mi-novembre à la fin de décembre, c'est vraiment une période critique pour les commerces qui vendent en ligne ou en magasin. L'année passée, pour le Black Friday, et là je parle pour les chiffres aux États-Unis, les ventes en ligne ils ont atteint le montant record de 9,12 milliards de dollars. Donc ça, c'est juste pour une journée pour le Black Friday. Pour ce qui est des ventes durant la période du temps des fêtes, donc novembre-décembre, si on se fie aux chiffres de la National Retail Federation, en 2022, ça a monté à 936 milliards de dollars. Donc tout ça pendant seulement 2 mois. Donc comme je vous dis, c'est vraiment une période très critique pour les commerces de détail, les détaillants qui vendent autant en magasin qu'en ligne. Par contre, ce matin, on a pu voir les résultats financiers de Best Buy, donc symbole BBY, et on a pu constater que leur revenu du dernier trimestre était en dessous des attentes. En fait, les ventes comparables en magasin et en ligne, ils ont diminué de 7% par rapport à l'année passée, donc par rapport à 2022. Et suite à ça, le PDG de Best Buy a également annoncé qu'il s'attendait à une demande moins forte pour l'électronique pour le temps des fêtes qui s'en vient. Donc, l'entreprise a décidé de couper ses projections financières pour leur chiffre d'affaires de cette année. Et en réaction à tout ça, le prix des actions de Best Buy est en baisse d'environ 3%. Donc, mon point par rapport à ça, c'est que cette année, en regardant les ventes du côté des commerces de détail, ça va nous permettre de voir un peu les changements, s'il y en a, du côté des habitudes de consommation. Donc, c'est sûr que j'ai hâte de voir toutes les données qui vont sortir par rapport au Black Friday, Cyber Monday, les chiffres des ventes durant Noël. Et on va voir si, en fait, on va battre les records de vente de 2022 ou, au contraire, est-ce qu'on va constater une baisse du côté des ventes. Et à mon avis, je pense que cette année, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que
les consommateurs vont pas s'empêcher de dépenser. Je pense que même si il faut qu'ils s'endettent avec leur carte de crédit pour le faire, c'est ça qu'on va voir. Tu sais, les cadeaux de Noël, les grands soupers de famille, c'est certainement la dernière affaire sur lesquelles le monde veut le couper. Et en fait, je pense que il y a plusieurs personnes qui se disent justement, regarde, mes derniers gros achats, c'est maintenant, c'est pour justement les cadeaux, les soupers, tout ça. Mais l'année prochaine, je me calme. Peut-être que j'ai mon refinancement hypothécaire qui s'en vient. Je veux reprendre mes finances en main. Souvent, c'est les résolutions du nouvel an. Dans tous les cas, je pense que les grosses dépenses du temps des fêtes vont survenir. Je pense que les gens vont quand même dépenser fortement cette année. Je pense que c'est un peu comme une tradition qui est difficile à briser. Donc, de mon côté, je m'attends à ce qu'il y ait quand même des grosses dépenses. Je pense que les gens vont quand même dépenser pour des cadeaux, pour toutes les réunions, tout ça. Ça se peut que peut-être plus à la recherche d'aubaine, peut-être qu'ils vont couper un peu au niveau de l'ampleur, soit du nombre de cadeaux ou du prix des cadeaux, mais ultimement, je pense qu'on va quand même voir des belles ventes du côté des commerces de détail. Par contre, l'envers de la médaille de tout ça, c'est que, à mon avis, tous justement ces achats-là, les grosses dépenses, c'est quelque chose qui va finir par rattraper plusieurs personnes, particulièrement les ménages à faible revenu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir constater dès la fin du premier trimestre de 2024. C'est-à-dire que malgré les chiffres des ventes qu'on va voir, je pense qu'il y a quand même, ça va avoir mis une pression supplémentaire sur les finances des gens. Et dites-vous que les dépenses des consommateurs, ça représente environ 60% du PIB au Canada. Donc, clairement, quand la consommation ralentit, inévitablement, l'économie du pays elle tombe en contraction parce que le PIB dépend du consumer spending, donc en fait des dépenses des consommateurs. Donc, si les gens décident, après le temps des fêtes, de venir couper leurs dépenses, ça va se refléter sur l'économie. Et pour finir, en parlant évidemment du Black Friday, j'ai reçu beaucoup de messages au courant de la semaine passée qui me demandaient s'il y allait avoir des rabais cette année sur mes formations. Donc, après réflexion, j'ai décidé que j'allais offrir un rabais de 25% pour les auditeurs du podcast. Donc, oui, c'est en même temps que le Black Friday, sauf que mon rabais va rester valide d'aujourd'hui jusqu'au 21 décembre. Je ne veux pas mettre un rabais juste pour 2 jours, puis si tu manques l'épisode, tu ne l'as pas. Donc, en fait, ça fonctionne avec un code promo que vous pouvez mettre directement dans votre panier sur le site web. Le code promo, c'est Friday25, donc FRIDAY25 tout collé. Et comme je vous dis, ça vous donne un rabais supplémentaire de 25% sur n'importe quelle formation en ligne ou encore sur l'abonnement de mon infolette. Et là, pas besoin de prendre des notes, je vais laisser mon site web et le code promo dans la description de l'épisode. Et je vais terminer là-dessus. J'espère que si ça fait longtemps que vous regardiez pour des formations sur le trading, j'espère que vous allez profiter de l'escompte. Encore une fois, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.